En 2020, on nous a rebattu les oreilles avec l'antagonisme entre santé et économie. Comment en sommes-nous arrivés là? Du fond de mon isolement, une voix m'a répondu « En fait, 2020 a commencé en 1989, voire peut-être même avant. Il était une fois un mur qui s'est écroulé sans opposition devant la perplexité générale. Les foules disaient déjà que rien ne serait plus comme avant. La chute du mur représentait en effet la ruine du modèle économique soviéto-maoïste. Cet effondrement avait débuté des années auparavant avec les réformes menées sous l'ère de Deng Xiaoping et notamment l'introduction de l'économie de marché en Chine. Le monde d'après 1989 a ainsi été déterminé par le triomphe de l'économie de marché. L'esprit de bénéfice, la suppression des déficits budgétaires, le souci du bon investissement sont devenus des valeurs infiltrées partout, y compris dans les domaines les plus insoupçonnés, à commencer par les États eux-mêmes, censés faire du bénéfice et éviter les déficits. De même pour le secteur de la santé. Le financement de l'école publique ainsi que les filets de sécurité pour les populations vulnérables ont commencé à être remis en question. Dans les institutions médicales universitaires et publiques en Suisse, j'ai ainsi été témoin du changement de comportement des directeurs médicaux, désormais soucieux d'économie et débordés par des problématiques financières. Dans les réunions de médecins cadres, la gestion des symptômes économiques de l'institution s'est mise à rivaliser avec la gestion des symptômes de la population soignée. Il fallait équilibrer les coûts, devenir bénéficiaire, diminuer les déficits. C'était à la fin du XXe siècle, juste après la chute du mur. Dans la fonction publique, les services médicaux étaient fiers de rapporter de l'argent, contrairement au secteur de l'éducation et à son gouffre budgétaire. Les années, puis les décennies passant, les rapports entre les directeurs financiers et directeurs médicaux au sein des hôpitaux se sont cristallisés sous une nouvelle forme. Les directeurs administratifs bombaient le torse et s'imposaient désormais face aux jadis tout-puissants directeurs médicaux et professeurs de médecine, dirigeant leurs services avec un autoritarisme devenu désuet. Cette prise de pouvoir de l'économie sur la médecine s'est diffusée à tous les niveaux de la société. Les directeurs financiers posaient encore en 2019 des limites strictes concernant les dépenses médicales et même dans certaines institutions, ils faisaient la loi allant jusqu'à nommer les médecins et éjecter certains d'entre eux face à des directeurs médicaux devenus dociles, enfin domptés. Pour les pouvoirs économiques, la sélection des médecins s'avère un effet crucial afin de garantir l'économicité dans le domaine de la santé. Les critères économiques sont devenus omniprésents dans les décisions thérapeutiques, à tel point que des voix de médecins se sont élevées pour dénoncer des solutions de soins imposées par des gestionnaires financiers. Les assurances maladie empiètent sur le libre choix du médecin au nom de l'économicité du traitement. Elles choisissent ainsi les praticiens les moins chers, donc ceux qui demandent le moins d'examens complémentaires. Par conséquent, la médecine à plusieurs vitesses prend son envol en Suisse. Les riches ont droit aux médecins de leur choix, aux examens complémentaires les plus coûteux, à la médecine parallèle, y compris phytothérapie ou encore thalassothérapie, pour réduire le stress. En revanche, les pauvres ont droit à une franchise élevée, ce qui les dissuade de consulter, et lorsqu'ils sont très malades, ils peuvent prendre rendez-vous avec des médecins budget qui leur prescriront le strict minimum. Le rêve suisse de disposer d'un des meilleurs systèmes de santé au monde se fissure lentement et l'égalité disparaît à grands pas. Auparavant, les caissiers de supermarchés, les ouvriers de la voirie, les assistants médicaux et tous ceux qui ont été applaudis durant le confinement pouvaient choisir le même médecin que leur patron. Parallèlement à cette suprématie du pouvoir économique sur le pouvoir sanitaire, il me semble avoir entendu les ministres de la Santé répéter le même refrain durant les 30 dernières années. Ils rabâchaient toujours à l'unisson, il faut diminuer le coût de la santé, il faut diminuer le coût de la santé, il faut diminuer les coûts de la santé, il faut diminuer les coûts de la santé, il faut minimiser les coûts de la santé. De droite comme de gauche, les ministres se sont succédés et ont entonné le même poème. Ils ont vivement essayé, ils se sont intensément engagés, ils se sont énergiquement dépensés. Ils ont d'abord lutté contre les abus concernant le coût des médicaments, puis contre les excès d'hospitalisation, et finalement, ils ont baissé les tarifs d'une longue série d'actes médicaux.
En vain. En vain. Les frais de la santé continuent de grimper année après année. J'ai soutenu la plupart des mouvements allant dans le sens d'une diminution des dépenses de la santé. Le médecin doit absolument tenir compte des critères économiques lors des décisions thérapeutiques, tandis que les gouverneurs et assureurs ont pour tâche de contrôler et d'empêcher tout abus ou gaspillage au sein du système de santé, à commencer par les dépenses relatives à leurs propres fonctions. Pourquoi échouent-ils systématiquement dans cette lourde tâche visant à freiner la cherté de la santé? Néanmoins, nous assistons depuis 2020 à un renversement du pouvoir de l'économie sur la santé. Avec la pandémie, les médecins prennent leur revanche. Ils ont muselé les administrateurs et, encore maintenant, se mêlent allègrement d'économie. Enfermer les restaurants, plus de théâtre, attention aux manifestations, pas de coiffeurs, pas de sport, etc. Ironie du destin, c'est désormais le ministre de la Santé qui est devenu le fier porte-parole d'un groupe de médecins au pouvoir, au grand désespoir du ministre de l'Économie. Le gouvernement sanitaire s'est installé en force. Le ministre en charge de la Santé, durant ces dernières décennies, ne cessait de soutenir les pouvoirs financiers dans leur effort pour brider les dépenses sanitaires. Maintenant, il se voit obligé de changer son angle d'attaque sans trop se poser de questions. Durant 30 ans, je me suis battu contre le diktat de l'économie sur la santé. Et voilà que durant l'année 2020, je me surprends à défendre les économistes contre le diktat sanitaire. Comment en suis-je arrivé là? Bon, je serais bien incapable de saisir les causes de ce renversement. Toutefois, il existe un facteur qui pourrait contribuer à l'explication de cette irruption du pouvoir médical. Durant ces 30 dernières années d'hégémonie économique, mon regard avide de statistiques a en effet relevé un autre phénomène. La longévité de la population suisse et mondiale n'a cessé d'augmenter. La contradiction est évidente. Nous sommes obligés de vivre jusqu'à 120 ans et en plus, nous devons diminuer la facture de la maladie. La technologie médicale ne cesse de s'améliorer alors que son coût devrait diminuer. Lorsque nous consultons les articles sur le vieillissement de la population, le premier constat porte sur les conséquences économiques. Ces remarques se réfèrent aux questions médicales en rapport avec leur impact budgétaire. Mais avec la pandémie de 2020, le vieillissement de la population est devenu un fait qui ne peut se résumer à de simples calculs financiers. Cette longévité s'est révélée un fait social total qui demande des réponses sur les plans familiaux, politiques, existentiels, urbanistiques, etc. Soudainement, nous avons compris que nous sommes vieux et que nous risquons de tomber comme des mouches au premier virus dangereux ou même ordinaire venu. Une grande partie de la population est devenue vulnérable. Nous avions déjà fait ce constat lors de la canicule de 2003, quand les personnes âgées avaient succombé par milliers à la déshydratation. Depuis, nous avons appris qu'il faut faire attention aux seniors lors des très grosses chaleurs. Mais nous avons oublié le vieil adage hivernal, le fameux PPH, passera pas l'hiver, qui diagnostique l'état chancelant de celui qui risque de ne pas traverser la prochaine saison froide. Alors, si ce diagnostic se réfère à l'individu, la pandémie de 2020 nous a révélé avec violence une fragilité hivernale à dimension publique. La canicule de 2003 nous avait déjà montré que l'affaire était collective. Le Covid-19 a déclenché des mesures de protection envers les personnes les plus fragiles. Nous avons vu que préserver les personnes vulnérables au virus pouvait se faire au détriment d'autres groupes vulnérables aux restrictions économiques. Face à ce pandémonium causé par cette pandémie, certains s'interrogent sur le monde d'après. Le monde d'après la chute du mur en 1989 avait vu triompher l'économie de marché, le libéralisme et la maxime de Deng Xiaoping, Chinois, enrichissez-vous. En revanche, les mesures contre le Covid-19 ont freiné brutalement une partie de l'économie. Le virus a renversé Donald Trump et ébranlé la mentalité du money first. Mais la primauté de l'économie survivra avec vigueur au tsunami de 2020. Cependant, le chapitre concernant la vulnérabilité de la population suite à la transition démographique n'est pas clos et risque bien de revenir à chaque canicule ou à chaque épidémie, bénigne ou pas.
La relation entre les générations vient d'être profondément remise en question. Une remise en question complètement différente de celle que l'on avait pu observer lors des contestations de 1968. Les rapports sociaux ont été récemment envahis par une profusion de protocoles instables, vite remplacés par d'autres nouvelles consignes. La créativité des individus pour imaginer de nouveaux rituels insolites est constamment à l'œuvre. L'année 2020 a soulevé des interrogations existentielles chez tout un chacun. Être ou ne plus être est une problématique profondément ancrée dans la collectivité post-transition démographique. La fin de vie est devenue un embarras communautaire. Selon mon cousin, son père de 93 ans qui vivait à Paris serait décédé du confinement. Il n'aurait pas supporté l'isolement. Nous avons oublié de demander aux personnes âgées si elles préféraient mourir du Covid-19 ou du confinement destiné à les protéger. Les autorités ont décidé pour elles. Le débat sur la fin de vie nous attend. Comment mourir ? Et curieusement, cette polémique sur la mort rejoint la querelle entre économie et santé. Selon Paolo Del Pozzo, les dépenses de santé explosent lors de la dernière année de vie de chaque personne. Il a proposé de réduire les coûts de la santé en réduisant d'une année la vie de chaque habitant. Mais le ministre de la Santé, séparé de la population par un abîme administratif, n'entend pas Paolo Del Pozzo. Pourtant, la prise en charge de la fin de vie mériterait un changement significatif. L'acharnement thérapeutique s'avère être une pratique ordinaire, réalisée à la demande des patients eux-mêmes avec la complicité de la famille et des médecins. Chacun s'attache au moindre espoir de guérison. L'acharnement thérapeutique est devenu l'occasion de se livrer à des expérimentations médicales sur des cobayes humains. La science pourrait laisser de côté l'expérimentation animale et essayer de nouvelles thérapies sur les agonisants. Or, les alternatives actuelles à cet acharnement thérapeutique demeurent les soins palliatifs ou le suicide assisté. L'euthanasie reste un tabou en Suisse. Lors d'une émission radio sur l'euthanasie, un journaliste avait invité un médecin, un philosophe et un théologien. Il avait oublié d'inviter le seul spécialiste disposant d'une longue pratique dans ce domaine, le vétérinaire. Paolo Del Pozzo se demande pourquoi seuls les animaux ont le droit d'échapper convenablement aux efforts furieux déployés pour maintenir en vie un corps agonisant. Paolo Del Pozzo donne des conseils au prince qui continue à se boucher fermement les oreilles. Il lui propose une alternative, diminuer d'une année l'espérance de vie de la population pour baisser les coûts de la santé, en aidant une partie de la population à mourir lorsqu'elle en manifeste le désir. Ou bien augmenter les dépenses de santé afin de vivre toujours plus longtemps. La question reste ouverte.